Bienvenue sur la FM 100.9, c'est le retour cette semaine, Gilles, de rendez-vous avec la politique. Et on a tapé gros cette semaine, puisque dans les studios de la FM, l'un de nos premiers invités politiques, dans nos nouveaux locaux, 11 rue René Cassin, dans le quartier de la Cotonne à Saint-Étienne, Georges Ziegler, le président du conseil départemental. Bonjour, soyez les bienvenus dans Rendez-vous avec la politique. Et c'est pas un des premiers, c'est le premier invité politique de cette émission dans les nouveaux locaux. Georges Ziegler, c'est le président du conseil départemental de la Loire. On s'appelle Loire FM, donc on est tous en symbiose. Georges Ziegler, bonjour. Georges Ziegler, vous êtes donc le nouveau président du conseil départemental de la Loire. J'ai une première question, moi c'est en 2018, ça sert à quoi le conseil départemental ? Eh bien écoutez, ça m'ennuie que vous me posiez la question parce que ça prouve qu'elle se pose. Mais le conseil départemental, eh ben, il est aux côtés des Ligériens, des Ligériennes, depuis avant la naissance jusqu'à l'extrême fin de vie. Et on les accompagne à tous les niveaux, au niveau de leur santé, au niveau de leur éducation, au niveau de leur mobilité, au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur existence. Et on est toujours là pour les aider. Vous avez un accident de la vie, vous vous êtes handicapé, c'est le département qui est là. Les transports aussi ? Les transports, bien évidemment aussi. Parce qu'on a vu que les lycées, c'est la région et les collèges, c'est le département. Donc les citoyens lambda, souvent, on ne sait plus qui fait quoi et qui dirige quoi. L'important, c'est que le citoyen lambda, comme vous le dites, eh bien, il a un service de qualité. Parce que de toute façon, moi je veux vous dire, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'État, que ce soit la commune, c'est de l'argent public. Tout à fait. Qui est remis en jeu. Et cet argent public, il doit être utilisé avec le maximum de bon sens, d'intelligence et de souci, d'économie et d'excellents rapports qualité-prix. Est-ce que le rôle du conseil départemental, avant on appelait ça le conseil général, il a évolué, il a changé, il s'est transformé suivant les décennies qui ont passé ? Alors non, il est toujours le même, bien évidemment sur ses fonctions prépondérantes, mais c'est sûr que la loi NOTRe, elle nous a quand même un peu taillé les ailes et qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut en matière d'économie, par exemple. Avant, le département, il avait une réactivité au niveau économique pour faire des aménagements, par exemple, de zones industrielles, ce qui est très important. Il aidait les entreprises, il aidait les clubs d'entreprise, il aidait les commerçants aussi, dans le cadre des OCMMR. Et je pense que c'était une bonne chose. Maintenant, c'est d'évoluer à la région. Alors la région va créer une agence, a créé une agence de développement économique et bien évidemment le département va y adhérer et pourra ainsi lui aussi donner ses orientations, ses préconisations en matière de développement économique. Pour rester dans le rôle du conseil départemental, est-ce qu'on est totalement indépendant ou alors on dépend un peu du préfet, on dépend un peu de l'État qui vous dit ça on peut le faire, ça on peut pas le faire? C'est pas l'État qui nous dit on peut ou on peut pas faire, c'est l'État qui nous dit vous avez telles ressources ou vous ne les avez plus. Donc ça veut dire que c'est l'argent qui commande. Oui, bien évidemment, parce que l'argent, si vous voulez, pour faire des projets, pour investir, il faut avoir de l'argent. On peut toujours investir avec ses idées, ça s'appelle de l'utopie. L'utopie, il en faut. Il en faut, mais il faut aussi des espèces sonnantes et trébuchantes pour transformer ces utopies en réalité. On a parlé du département, moi j'ai envie de revenir un peu sur le personnage. Comment on s'engage en politique? J'ai vu que vous étiez à la base journaliste. Comment on passe du journalisme à la politique? C'est une vocation, c'est des rencontres. Comment ça s'est passé le chemin de Georges Ziegler? C'est pas une vocation, on n'a pas vocation à devenir homme politique. Il y en a qui sont nés un peu pour ça. Non, mais oui, il y en a qui sont programmés pour, sans doute. Pas moi. Mais on a une propension, si vous voulez, à avoir de l'empathie pour les gens. Et moi, quand j'étais journaliste, j'ai aimé aller à la rencontre de personnes qui avaient des choses à dire, des histoires à raconter, qui avaient besoin de se confier, besoin de trouver dans la presse un allié pour faire aboutir un projet ou bien pour s'insurger sur telle ou telle injustice. Moi, je faisais l'économique et le social. Dans le social, vous aviez des gens qui n'étaient pas d'accord et qui râlaient et qui disaient que c'était pas juste ce qui leur arrivait, qu'il fallait prendre en considération leur vécu, leur existence, leur expérience. Et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup de les écouter. Entre votre entrée en politique et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait changer les choses ou bouger les mentalités ou fait évoluer la population dans le bon sens ?
Dans le bon sens, là, je ne sais pas, parce que c'est l'histoire qui appréciera, mais je peux vous dire quand même que si, il y a des Quand je dis choses... dans le bon sens, on c'est est dans le sens content. de vos idées, de vos convictions. Il y a des choses, on est content. Vous savez, moi, je viens d'une famille où on pense que la différence enrichit. Il me semble que dans notre société, il y a peut-être parfois, même si c'est un peu dévoyé, puis si on s'attache surtout, comme disait un maître en journalisme, aux trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt qu'à ceux qui arrivent à l'heure, et il y en a encore beaucoup plus qui arrivent à l'heure que de trains qui déraillent, eh bien, on voit quand même qu'il y a des progrès qui ont été accomplis. Et que notre société, eh bien, elle essaye d'avancer. Alors, on peut toujours dire « Ah, c'était mieux avant », je regrette. Pour moi, c'était pas mieux avant. Moi, je dis toujours que c'était différent. C'était différent. Mais si vous voulez, moi, quand on me donne ce genre d'argument, je dis oui, effectivement, vous avez raison. Sur le plan de la santé, il y a 100 ans, toutes les personnes qui ont été opérées de l'appendicite ne seraient plus là. D'un autre côté, s'il y a 100 ans, il ne serait plus là non plus. Pourquoi ? Aujourd'hui, moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont plus de 100 ans. Ouais. Et vous savez que c'est d'ailleurs... En plus, hein. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de notre société, c'est que dans les années 2050, c'est-à-dire presque demain, vous aurez en France 200 000 centenaires. Justement, on parle du département, on parle de la vie des gens du départ à la fin. On a de plus en plus, vous le dites, de personnes âgées. Quel est également le rôle du conseil départemental dans tout ce qui est accompagnement des personnes âgées ? Alors, le département, il s'occupe des personnes âgées, mais il s'occupe aussi du social. Le département, c'est un colosse. C'est 800 millions d'euros d'investissement, de budget. Sur ces 800 millions d'euros, je le fais à la louche, là, 800 millions d'euros, il y a 70% qui sont dans le domaine du social, avec 4 grands pôles, l'enfance, les personnes âgées, le handicap et le RSA. Ça fait, toutes un petit peu plus de 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, eh bien, les personnes âgées, c'est l'un des problèmes les plus aigus de notre société du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'on a un vieillissement de la population, qu'on a un besoin de prendre en compte ce vieillissement. Je signale qu'aujourd'hui en France, il y a 1,6% de la population qui a plus de 85 ans. En 2050, il y en aura 6,8%. Donc si on se dit que la solution, ça passe par la planche à billets, peut-être, mais comme malheureusement on ne l'a pas, eh bien il faut qu'on trouve d'autres formules. C'est pas un terreau là aussi pour créer des emplois ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, il n'y a qu'à voir ce qui se passe chez nos voisins. Alors en Italie, il y a une culture un peu différente. On garde plus familiale, beaucoup plus peut-être ses parents à la maison. On est plus dans ces cocons familiaux qui permettent d'abriter les plus anciens. Mais je crois que dans notre pays, on peut trouver des gisements d'emploi extraordinaires. Et on en a besoin des gisements d'emploi. Parce que le département, il s'occupe aussi beaucoup du numérique et des usages. Alors je peux vous dire que le nombre d'emplois qui vont être impactés, c'est la formule polie pour dire détruits par le numérique, c'est énorme en France, c'est 3 millions. Seulement il y a une étude qui a été faite en Allemagne sur les mêmes conséquences, et ils en sont à 17. Donc il faut chercher l'erreur. Sans doute il y en a un qui est optimiste et un qui est pessimiste. Quand vous dites 17, c'est 17 millions ? 17 millions. Ah oui. Oui. Donc ça veut quand même dire qu'on est un peu dans l'esprit, même si c'est pas quelque chose de droite, de réduire le temps de travail. Alors c'est pas exactement ça. C'est de se dire que le numérique doit nous permettre de penser la vie un peu différemment. Nous sommes dans une révolution. Que l'on le veuille ou non, la révolution numérique, elle s'impose. Elle s'impose et elle fait bouger les lignes. Donc à partir de là, il y a ceux qui disent « Ah ben c'est un malheur, il y aura ceci, il y aura cela ». Puis il y a ceux qui disent « C'est peut-être une opportunité de voir les choses différemment ». Et c'est ce qu'il faut. Donc il faut aujourd'hui que dans nos écoles, que dans nos universités, que dans nos grandes écoles d'ingénieurs, eh bien on se dise quelle est l'évolution de la société et comment demain mon métier va être de nouveau orienté, axé avec ce développement de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on peut rester positif. Et puis, ça veut dire que l'humanité, elle a intérêt à rester positive si elle veut rester en vie. Enthousiaste, conquérant. Tout à fait.
Tout à fait. Une autre question qui revient beaucoup, c'est qu'on a une grande métropole maintenant à Saint-Étienne, et on se demande un peu quelle est la place de Saint-Étienne métropole et à côté du département. Est-ce que c'est quelque chose qui est complémentaire, qui est concurrent? Comment on se positionne là aussi? Ben, c'est évidemment complémentaire parce que le département de la Loire, il a besoin d'une métropole forte, parce que c'est un magnifique accélérateur de dynamisme économique. Mais la grande métropole, elle a besoin d'un territoire qui soit lui aussi dynamique et qui lui apporte un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'opportunités qu'elle n'a pas en son sein. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait vain de vouloir opposer la ville à la campagne, l'urbain au rural et la métropole au reste du département. Alors on a aussi au niveau politique pas mal de changements avec ce nouveau mouvement En Marche. Est-ce qu'un département pourrait fonctionner avec une grande métropole à côté, au côte à côte, si c'était deux bords différents? Écoutez, au niveau politique, je parle de moi, je ne vais pas vous faire de la politique fiction. Hein. D'abord, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Non, mais c'est juste pour savoir un peu, parce qu'on a du mal à se situer aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, soyons raisonnables. Il y a un certain nombre de réformes. Je me dis, je suis plutôt d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles sont nécessaires. Je trouve même que c'est assez courageux de se dire qu'il faut changer les lignes. Hein. Surtout que si ça n'a pas forcément l'adhésion d'une large majorité des gens à qui ça s'adresse. Et puis, d'un autre côté, je me dis que aussi, il faut faire attention. Parce que si la réforme, c'est le seul moteur d'un gouvernement, ça peut être aussi très dangereux. Parce qu'on peut aller vers la réformite aiguë. Et la réformite aiguë, ça va vers... si vous voulez, la fuite en avant et se dire il faut tout changer, mais après, il faut regarder. Vous savez, moi, je m'occupe beaucoup de logement social, en particulier à Loire Habitat. Alors, j'ai regardé ce qui a été décidé sur le logement social. Qu'on propose aux bailleurs sociaux de s'adapter, de se transformer, de se moderniser, pourquoi pas? Ils sont tout à fait capables de le faire. Et sans doute, il y avait des choses à dire, des choses à entreprendre pour effectivement réformer le mouvement social. Par contre, est-ce que c'est en lui faisant porter une part des promesses gouvernementales, alors que le logement social, sa fonction, c'est de donner un logement de qualité à des gens de revenus modestes et de lui enlever, par un certain nombre de mesures, sa capacité d'autofinancement? Je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'à terme, on va tous y perdre. Moi, je regarde un petit peu ce qui va se passer. Dans le département de la Loire, tous les bailleurs sociaux, ça doit faire à peu près 100 millions d'euros d'investissement en moins au cours de l'année prochaine. Ces 100 millions d'euros, ils servaient à quoi? À la rénovation de logements, à la démolition de certains logements devenus, certains immeubles devenus complètement obsolètes, et puis à l'édification de nouveaux immeubles beaucoup plus adaptés au mode de vie d'aujourd'hui. Eh bien, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a des entreprises de premier ordre, des entreprises de seconde œuvre, qui vont effectivement avoir moins d'emplois, moins de travail. Et donc, il y aura effectivement quelque chose qui va un peu se gripper dans la machine. Alors, les visions qu'on peut avoir à Paris, elles ne sont pas forcément bonnes à Saint-Étienne. Et ça aussi, c'est à adapter. Je vous dirais que chaque territoire est un peu spécifique. Mais tout à fait. Et moi, ce que je revendique, c'est la possibilité d'avoir le droit à l'expérimentation, le droit à une certaine autonomie et le droit à une certaine différence. Et il me semble que justement, c'est ce qui permettrait d'enrichir le patrimoine national. Pour revenir à la métropole et au département, est-ce que les petites communes, elles vont être un peu mises de côté? Sûrement pas par le département, parce que le département est le partenaire des petites communes. Vous savez, au sein du département, c'est Alain Laurendon qui est le premier vice-président qui s'occupe de ces solidarités communales. Et effectivement, on a beaucoup de travail à faire. Et nous n'avons pas envie que les habitants de la Loire, eh bien, on leur dise si vous voulez des services, si vous voulez avoir tel avantage, eh bien, il faut aller dans les grandes villes. Ils ont le droit de vivre là où ils ont choisi. Est-ce que dans un futur proche ou lointain, les départements ils vont finalement disparaître? Ah bah écoutez, si on disait chiche, et vous verriez le résultat. Non, parce qu'on a rassemblé les régions et on ne voit pas ce qui est bien changé. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui je m'aperçois d'une chose. L'État se désengage. Vous n'avez plus de service public.
Alors qui reste l'interlocuteur des citoyens partout dans la Loire? Eh bien, c'est la commune et c'est le département. Et puis, généralement, eh bien, on nous demande à nous de faire un tas de choses qui ne sont pas de notre ressort. Quand il faut remplir les déclarations d'impôts par Internet, Compliqué et que vous pour avez certaines une personnes. population qui ne peut pas. Et c'est pas une histoire de jeune et de vieux. Hein. Tout à fait. Donc les gens arrivent et nous disent « il faudrait m'aider à remplir ma déclaration d'impôt ». Qu'est-ce qu'on fait? Quand les services fiscaux nous disent « écoutez, nous on est tout à fait d'accord pour aider votre personnel à s'approprier la technique ». Moi je dis « oui, pourquoi pas ». Mais derrière, est-ce que c'est le rôle des travailleurs sociaux du département? Est-ce que c'est le rôle des CCAS des communes, des secrétaires de mairie, d'aider les gens à faire leurs déclarations? Et puis ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes d'abord parce que c'est pas leur métier, et puis deuxièmement parce que quel est le cadre légal dans lequel on s'inscrit? Puis il y a aussi peut-être une sorte de confidentialité. Mais aussi. la confidentialité et puis le droit à l'erreur. Tout à fait. Qui sait? Qui est-ce qui va être responsable de la déclaration d'impôt qui aurait été mal faite? Alors pour une déclaration d'impôt, j'ai vu que notre gouvernement disait qu'on pouvait avoir le droit à l'erreur, très bien. Mais par contre, pour ce qui est des allocations, pour ce qui est des droits de nos citoyens, eh bien, si on rate un mois, il n'y a pas d'effet rétroactif, la prime n'est pas versée, et à qui on va demander le subside pour franchir le cap difficile vu qu'on n'a pas reçu son allocation? Eh bien, on ira voir les CCAS, on ira voir les travailleurs sociaux du département. Donc c'est pour ça que je dis, soyons un peu sérieux, réunissons-nous, travaillons, mettons les choses sur la table et voyons qui est le plus à même de faire un certain nombre de choses dans un cadre légal. Alors moi j'ai une question pour le président du conseil départemental dans le cadre de vos visites où vous êtes aujourd'hui. Donc alors on va pas mentir, hein, cette émission a été enregistrée mercredi. On est samedi midi, mais elle a été enregistrée mercredi. Vous visitez depuis votre élection en fait les différents cantons du département. Vous avez fait déjà le Forêt, la Plaine. Vous avez fait également Saint-Étienne, le Rouennais. Aujourd'hui donc c'était la vallée de l'Ondaine avec la Ricamarie et le Chambon-Feugerolles. Jean-François Barnier donc à la Ricamarie, qui est plutôt de votre bord, on va dire politique, puisqu'il est vice-président du conseil départemental. Et ensuite vous avez rencontré Cyril Bonnefoy, le nouveau maire de la Ricamarie. Et moi il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous avez plusieurs fois insisté sur le fait de dire on sera peut-être pas d'accord tout le temps sur plein de choses, mais travaillons ensemble pour le département. Mais oui, parce que on a quand même, je l'espère, la même vision du but qu'on doit atteindre. Ce but qu'on doit atteindre, c'est l'intérêt général. On n'est pas forcément d'accord sur le chemin qu'on doit emprunter pour y arriver. Mais on va tous au même endroit. Mais on va tous au même endroit, du moins je l'espère. Moi, je crois qu'on y va tous au même endroit de toute façon, c'est sûr. Hein. J'ai une question, moi, c'est est-ce qu'il y a un... Vous êtes pessimiste, c'est pour ça. Non, Toi, non, enfin, toi, tu finiras en EHPAD, Non, géré mais- par le conseil départemental si tu continues. ouais, mais moi, il n'y a pas de souci si j'ai une jolie infirmière qui s'occupe de moi. Pour être sérieux, est-ce qu'il y a un déséquilibre? Nous, on est à Saint-Étienne, mais est-ce qu'il y a un déséquilibre dans le département entre Saint-Étienne et Roanne? Ou alors tout est complémentaire? On a l'impression que je ne sais pas si je m'explique bien, mais que le point central de la Loire, c'est Saint-Étienne. C'est le chef-lieu du département, Oui, je sais Saint-Étienne. bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit déséquilibre? Non? Et pourquoi il y aurait un Je déséquilibre? sais pas, je pose la question. Non, il y a une différence, c'est tout à fait différent. À Roanne, il y a une vie, il y a des habitudes, il y a une histoire. Hein, mais cette histoire, c'est l'histoire commune du Bon, département alors, aussi. je vais être plus populaire peut-être. Oui. On a l'impression que les Rouennais, c'est des étrangers pour nous, voilà. Ah non? Alors je fais une petite parenthèse, que j'en profite, puisqu'on vient d'avoir la confirmation. On a le maire de Roanne, M. Nicolin, qui sera à votre place le 24 mars prochain. Oui. Donc on pourra lui demander si lui aussi il est étranger à Saint-Étienne. Mais écoutez, moi, ça me fait très plaisir quand il vient à Saint-Étienne. Ce que je veux dire, c'est que le département, il est égal partout, quoi. C'est ce que je voulais dire. Le département, il est réparti pour nous en 21 cantons. 42 conseillers départementaux. C'est exprès, Et 42? chaque conseiller... Non, c'est un hasard, mais un bon hasard. Mais chaque conseiller départemental, il a une voix. Le président, il a une voix. Le conseiller départemental d'opposition, il a une voix. Et on se parle et on discute. Hein, vous savez, on est en train de travailler et de mettre en place un certain nombre de séminaires qu'on peut avoir. On va écouter des gens sur le vieillissement. On va visiter des choses ensemble. Moi, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, si vous voulez, je pense que le département, c'est une collectivité, c'est une assemblée apaisée.
Une autre question, c'est en succédant à Bernard Bonne, est-ce que c'est une continuité ou une vision différente de conduire le département ? C'est une continuité, évidemment. C'est une continuité parce qu'il y a une ligne politique qui est identique. C'est d'abord basé sur une chose, c'est ne pas augmenter les impôts. Donc, alors, je ne veux pas dire que les impôts n'augmentent pas, mais je veux dire que le niveau des taxes du département, les bases, différents, mais le taux, donc, il est le même pour nous. Donc, il y a pas il y a une volonté très forte de ce côté-là. Et puis après, c'est vrai que c'est le monde qui change aussi. Moi, je crois que Bernard Bonne, il a une vision que je partage tout à fait. Il n'y a aucun problème entre lui et moi. Donc, malheureusement, les hasards de la vie politique font qu'il va quitter le département très prochainement, pour se concentrer sur son mandat de sénateur. Voilà. Bon, il sera remplacé par son suppléant, M. Georges Bonnard. Et je crois que, si vous voulez, ça montre bien la continuité qu'il y a dans l'action départementale. Alors, il y a effectivement des histoires de personnalité aussi. Les gens, ils ont plus envie d'aller sur le terrain, ils ont plus envie d'étudier dans les dossiers, ils ont plus envie de faire ceci, ils ont plus envie de faire cela. Et puis, il y a les événements aussi qui nous amènent à modifier les choses et à nous adapter. Je vous dis ça parce que j'ai lu aussi récemment que Bernard Bonne, c'était pas trop les réseaux et vous avez changé de braquet, j'ai envie de vous dire, on vous voit beaucoup plus sur les réseaux, plus dans la communication. C'est peut-être parce que vous êtes ancien journaliste aussi ? Non, c'est pas parce que je suis ancien journaliste, mais les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 10 ans. Oui, non, mais il y a un an, ils existaient, il y a 2 ans. Il y a un an, ils existaient, mais c'était peut-être pas le temps qui était venu. Ouais. Et puis on a dit, parce qu'il y a une nouvelle organisation, avec un directeur de cabinet qui est très branché communication, avec un cabinet qui est réorganisé, et puis qui veut effectivement à la fois mettre en valeur les richesses du département et faire savoir ce que l'Assemblée départementale, ce que le département fait pour l'ensemble du territoire. Ce qui est tout à fait légitime, et que je suis d'ailleurs particulièrement sur les réseaux. Je suis toujours à l'affût des infos. Et j'ai cherché sur Internet et Georges Ziegler, j'ai vu que c'était un centriste. Alors j'en reviens un peu à la politique nationale. C'est quoi aujourd'hui être centriste ? Parce qu'on a du mal. J'ai reçu des gens d'En Marche, j'ai reçu des gens du Parti radical. Et j'avoue que je ne sais plus trop où on est. Être centriste, d'abord si on se demande où on est, c'est qu'on n'est pas centriste. Ah mais moi je suis surtout neutre. Moi je vais vous dire, de toute façon je suis centriste. Et puis je resterai centriste. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il est évident que je me pose des questions sur l'organisation et la défense de la pensée centriste. C'est quoi être centriste aujourd'hui ? Être européen ? Ouais. Avoir une dimension sociale ? Mais quelle Europe aussi ? Parce qu'être européen, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je suis européen, mais pour faire quoi ? L'européen, pour constituer une entente qui permette à un continent de compter. Parce que si on est dans le concret aussi, moi l'Europe, j'aurais bien vu un SMIC commun pour toute l'Europe. Mais c'est ça. Donc vous voyez, il y a différentes Europes. C'est votre côté altruiste. Moi, je pense qu'effectivement, il faut que l'Europe, elle se bâtisse sur des valeurs, sur des vertus qui sont communes. Sur un passé aussi. Sur un passé aussi. Mais le passé, je vais vous dire, moi, je suis fondamentalement européen parce que chaque fois que j'arrive à douter de l'Europe, avec parfois quelques décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen qui ne me vont pas tout à fait parce que je me dis on n'a pas besoin de nous embêter sur telle ou telle chose, mais il me suffit de me mettre devant un monument aux morts puis de regarder la liste des personnes qui sont tombées dans des guerres imbéciles, et puis se dire ça pourrait plus s'éviter, et que je pense que l'Europe, c'est ce qui nous permettra effectivement de vivre dans un monde un peu pacifié. Est-ce qu'aussi c'est pas ce bloc européen qui peut faire face aussi, je parle de commerce, au bloc américain ? Bien sûr, c'est le fait de pouvoir compter, de pouvoir faire entendre notre voix. Je pense que la France effectivement a une légitimité parce qu'elle est porteuse de valeurs, à dire ce qu'elle pense, à dire ce qui préside au fondement même de la République française. Vous savez, les mots liberté, égalité, fraternité, ils sont galvaudés parfois. Mais je peux vous assurer que si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que c'est des piliers forts. Pour moi, c'est des mots qui ont du sens. Oui. On va passer à un autre sujet qui est important aussi dans le département, c'est la culture et le sport. Peut-être déjà un mot sur l'ASS. Quel est exactement le partenariat ? Parce que je suis allé au stade, j'y vais rarement, mais j'y suis allé samedi, et j'ai vu des panneaux du département de partout. Alors je me suis dit, tiens, le département, il est vraiment présent avec l'ASS. Bien sûr, il soutient l'ASS. Pourquoi ? Parce que l'ASS, c'est le premier vecteur de communication du département à l'extérieur.
quand vous allez dans des pays d'Europe, quand vous allez dans des pays d'Afrique, quand on vous demande où vous habitez, vous dites Saint-Étienne et les gens ils vous disent Les Verts. les Verts. Il y a une chanson qui vient de sortir. On a tous, vous savez, ce qui nous a élevés nous élève. On a tous un vieux poster de Saint-Étienne. Hein. Alors je crois que le vieux poster de Saint-Étienne, on l'a tous dans le Vous cœur. savez, je suis Et puis encore, c'est qu'il ne faut pas vivre dans le rétroviseur. Hein. Il Non, faut mais c'est- vient en regardant la route qui vient devant. c'est notre Et fierté. moi, ce que j'espère, c'est que l'ASS continuera pendant longtemps d'être ce magnifique outil de communication et d'unité. Alors, il est bien évident que parfois je rage, je peste quand je vois le comportement de certains supporters, entre guillemets, hein, parce qu'il me semble quand même qu'il ne faut pas oublier que le foot, C'est c'est un avant sport. tout une fête. C'est un sport. C'est une fête aussi. C'est une fête si on gagne. Si on perd, c'est moins la fête. Hein. Non, c'est une fête, c'est une Surtout quand on communion perd. aussi. Surtout quand on perd contre nos voisins, c'est moins la fête déjà. Mais on n'a pas perdu la dernière fois. Ouais, enfin, on en a pris 5 à l'aller. Hein. Oui, mais on a fait 1-1 là-bas. Et justement, c'est quoi le partenariat avec la SS alors c'est de la communication, c'est de l'argent. On leur donne de l'argent sans contrepartie. C'est quoi exactement le C'est de la partenariat? communication. Nous, on achète C'est de aider les l'espace. petits clubs de la région. On c'est achète quoi de l'espace et puis on leur demande aussi d'être partie prenante dans un certain nombre d'opérations. Si vous allez aujourd'hui devant le stade Geoffroy Guichard, vous verrez, donc on est mercredi, c'est les écoles, et puis il y avait le Paris-Nice. Eh bien, il y a le Kid Tour, ASS Kid Tour, qui est là, où on apprend aux enfants un petit peu le foot, on les fait jouer, c'est très ludique. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et ça, ASS Kid Tour, ça va être diffusé, je crois, dans 7 communes du département où on va y aller, où il y aura des gens de l'ASS qui seront là et qui permettront à des jeunes de s'initier aux vertus du sport. J'ai cru que vous allez me dire on allait aller amener le SS Kid Tour à Lyon. Non, ça va pas se faire ça. Hein. Non. Par contre, on a vu effectivement, notamment la Forte Saint-Étienne, sur le stand du conseil départemental, on aurait pu se croire au cœur du stade. Eh oui, c'est la Il faut réalité virtuelle. il faut les enfiler la le casque. réalité augmentée, ça c'est très très bien. Hein. Mhm. Cette visite du stade Geoffroy Guichard. D'ailleurs, cette visite, on peut la faire au musée des Verts. Hein, Et on le pouvait musée même des marquer Verts, un but. Et le musée des Verts, Ouais, mais t'as tiré à je côté, toi. signale qu'il a été financé par le département de la Loire. Et quand on finance justement le musée, on a quel poids dans cette structure? Ah ben, nous, on n'a pas de poids dans la structure, mais on voulait montrer que le département, il s'était investi dans la rénovation du stade Geoffroy Guichard, hein, aux côtés de la ville, aux côtés de tous ceux qui ont apporté leur financement pour que Geoffroy Guichard reste Geoffroy Guichard, et un Geoffroy Guichard des temps modernes. Mais il fallait aussi dire, là, c'est le département qui a fait ça. Si on avait mis au pot commun, on aurait eu quoi? 100 mètres de gradin? Excusez-moi, mais ça ne se voyait pas. Tandis que le musée, c'est le musée des Verts qui a été réalisé avec l'argent du département. Pour rester dans le sport, là, j'ai envie de faire un clin d'œil à M. Reynaud, qui est votre 3e vice-président, le maire de Saint-Chamond, qui est d'ailleurs le parrain de cette émission. Et j'ai entendu qu'il y avait un projet aussi d'une sorte d'un grand stade, d'un vélodrome, je ne sais pas, du côté de Saint-Chamond pour le basket et pour plein de sports. Est-ce que Attendez, il n'y Est-ce a que- pas de vélodrome à Saint-Chamond. Non, pas le vélodrome, mais je cherche Non, un Non, gym- non, un- non, non, non. une grande C'est enceinte la pour le halle, sport c'est la C'est halle l'aile du des basket. sports, l'aile du C'est basket. la halle du basket. qui va se Voilà. construire. Ah ben je l'espère Oui. bien. Et oui. là, c'est le pas un département, vélodrome. il va être... ouais, Ah ben, le le département. vélodrome, je me suis emporté, j'étais déjà à Marseille, j'avais oublié de freiner sur l'autoroute. Oui. Est-ce que le Sur département sera l'autoroute qui n'est partenaire? pas encore construit, mais peut-être qu'on va y venir. On va y venir, ouais, j'avais Oui. j'avais Bon, gardé le meilleur pour la Mais fin. je vous dis franchement, oui, hier soir, Donc on était mardi. on était mardi. Donc mardi soir, il y a eu une rencontre de Saint-Chamond contre Aix-Maurienne. Saint-Chamond a gagné d'ailleurs, ils sont en National 2, ils sont assurés de rester en Pro B. Hein. C'est une Ça, bonne nouvelle. c'est sûr. Donc c'est une très bonne nouvelle. Le président Paour, il a bien fait son affaire. Et aujourd'hui, on espère qu'il y a un engouement pour le basket. Il y a un public, il y a des gens qui ont envie effectivement qu'il y ait, comme il y a à Rouen, hein, eh bien, un grand stade, une grande halle pour recevoir nos amis basketteurs. Une question aussi pour rester dans la culture. Il y a des nombreux festivals dans la Loire. Mhm. Là aussi, comment ça se passe? On les organise ou on est simplement partenaire, le département? Ah ben, on en organise un, À la Bâtie, je crois, c'est l'Estival de la Bâtie. qui est un magnifique Alors cette festival. année, il sera concentré sur la Bâtie d'Urfé, parce que c'est un château, un festival, et donc une rencontre fantastique avec un soir du mois de juillet, la possibilité d'être en famille, d'avoir des activités, d'avoir des spectacles qui sont gratuits l'après-midi, hein, puisque ça sera pour les enfants, et puis le soir de pouvoir assister à un merveilleux concert. Et c'est donner l'envie aux gens
de venir dans la Loire et d'y revenir. Justement, on fait juste un bond dans le tourisme. Comment on se positionne aussi au niveau du tourisme pour attirer des gens dans la Loire? On communique sur quoi? Alors on communique, nous, maintenant, effectivement, il y a des choses que... D'abord, on a un patrimoine qui est tout à fait admirable, hein, que ce soit Charlieu, que ce soit Pommier, que ce soit la Bâtie d'Urfé, que ce soit Sainte-Croix-en-Jarret. On a énormément de choses, que ce soit le Corbusier aussi, le musée de la mine. Je pensais aussi au pont du Pertuiset, je pensais à plein de choses. Oui, enfin le pont du Pertuiset, pour le moment, il est il est en travaux, mais... Voilà, il est en travaux, mais ça sera bientôt fini. On a aussi la Firmini, le Corbusier. Le Corbusier, on a beaucoup de oui, choses bien sûr, qui est un grand site régional. qui attire du monde. Voilà, et je pense que de ce côté-là, on essaye aussi d'avoir plusieurs choses. D'avoir premièrement le sport de pleine nature. Parce que c'est vrai que quand on est dans le Pilat, quand on est dans les monts du Forêt, quand on est sur la côte rouennaise, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des pratiques de sport pleine nature qui sont tout à fait recherchées aujourd'hui, qui correspondent bien au mode de vie des Français et même des Européens. Et puis il y a aussi, comme j'étais l'autre jour avec la Fédération de pêche, là, il y a des spots de pêche au carnassier. Il y en a un qui est réputé, c'est Villerest, ce qui est même réputé au niveau européen. Et je dis, ça aussi, c'est des attraits pour le tourisme. Quand on parle de tourisme, de loisirs, il y a Chalmazel. Hein, Chalmazel, le département a fait vraiment quelque chose de bien aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Oui, tout à fait. On y était. Plus besoin d'aller faire 500 km pour aller faire du ski. On peut faire du ski, mais on ne fera pas que du ski, parce qu'il est bien évident aussi qu'on va développer les loisirs d'été. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. C'est un sujet qui, j'allais dire même brûlant. Quel est votre sentiment, votre avis sur la 45? Est-ce qu'un jour votre voiture sera sur la 45? Georges Ziegler ne prend que les transports en commun. Alors votre voiture, je peux pas dire votre bicyclette, mais est-ce que vous pensez qu'un jour la 45 il va sortir de terre? Alors la 45, si vous voulez, moi je raisonne par l'absurde. Je vais vous dire, si la semaine dernière, on va pouvoir s'amuser. Si la semaine dernière on avait pu aller tous les jours facilement à Lyon, on pourrait avoir une relative tiédeur sur la défense de la 45. Mais ce n'est pas le cas. La semaine dernière, on a été embêtés tous les jours. Tous les jours. Et même, je crois que c'est jeudi matin, il y avait le camion citerne qui s'est cassé la figure. J'ai vu ça passer. Il a fallu dégazer la cuve. L'autoroute, elle a été bloquée pendant près d'une demi-journée. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Alors d'abord, la 47, c'est pas une autoroute. C'est une voie rapide. C'est une voie rapide. Tout à fait. Alors quand on me dit vous n'avez pas besoin d'une deuxième autoroute parce que effectivement il y en a déjà une, je dis ah oui, laquelle? Si demain on me dit qu'il faut faire des travaux d'amélioration sur la 47, pourquoi pas? Et comment on passe pendant ces travaux? On envoie tous les poids lourds chez Jean-Claude Charvin à Rive-de-Gier. Je pense qu'il va être très content. Je pense que les habitants de la vallée du Gier, ils vont se réjouir. Je pense qu'en termes de pollution, en termes d'économie d'énergie, en termes de beaucoup de choses, eh bien effectivement, la 45 s'impose. Alors, je ne me fais pas d'illusions non plus. Je sais très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de la voir venir. J'ai écouté certaines déclarations lors de l'inauguration du raccordement de la 89 avec la 6. Ouais. Bon, j'en dirai pas plus. Ouais. Comme dirait mon ami Gaël Perdriau, sans commentaire et sans éteint. Ouais, parce qu'il y a même... Alors ça, justement, moi, je voulais qu'on vienne là-dessus. L'ancien maire de la Talaudière, pour ne pas le nommer, Pascal Garrido, veut carrément en applause à 10, pratiquement. En gros, il leur dit, vous étiez à Notre-Dame-des-Landes, venez chez nous, je vous ouvre les portes de la commune. Oui, mais ça, c'est sa responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que... mais moi, j'en pense rien, moi. Je pense simplement que... bonne chance à Monsieur Garrido pour accueillir chez lui. Bonne chance aux Talaudiérois. Ça c'est leur choix. Mais cette autoroute, c'est pas finalement qu'un problème stéphanois, parce que j'ai l'impression que les Lyonnais ils s'en foutent complètement de cette autoroute. Ah bon? Non, j'ai l'impression que les Lyonnais ils en veulent pas. Vous savez, il y a combien de véhicules par jour déjà sur la 47? 100 000? Je peux pas vous dire, j'ai pas été trop étudié. Il y a combien de Lyonnais qui viennent tous les matins sur Saint-Étienne? Je pense que... il faut regarder le nombre. Donc c'est quelque chose d'équivalent. S'ils s'en fichent, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est pas qu'ils s'en fichent, c'est qu'ils se disent on va nous emmener le bazar jusqu'à chez nous dans l'autre sens. Que certains n'aient sûrement pas envie de faire le contournement ouest de Lyon, c'est une réalité. Que certains se disent que c'est tout à fait normal
qu'il y ait 47 000 Stéphanois qui continuent d'être le bord d'une voie à grande circulation qui leur apporte pollution et nuisances de tout ordre. Qu'il y en ait qui se disent qu'on a eu quand même, je crois, 3000 événements sur l'A47 au cours de l'année dernière. 3000 en une année. C'est pas des chiffres qui sont vains, ça. Juste pour finir, j'ai l'impression, moi, qui va avoir 50 ans dans quelques semaines, pourquoi on l'a pas fait avant, cette autoroute ? Ça fait 30 ans qu'on en parle. Eh ben, vous voyez, ça c'est une bonne question. Merci de Ça, l'avoir. c'est une Et en bonne général, question. on dit merci de l'avoir Voilà. posé. Je vais vous dire simplement qu'en 1994, c'était pas inscrit à l'inventaire des routes. Le directeur des routes à l'époque, qui s'appelait Monsieur Lérite, et on était monté le voir pour qu'il l'inscrive, et il nous a dit, écoutez, je vais l'inscrire, mais c'était pas inscrit. Donc ça fait depuis 1994 que les choses ont un début de commencement de réalité de dossier, parce que c'est bien beau de dire on veut les choses, mais si on ne fait pas le dossier qui va avec, excusez-moi, ça ne sert à rien. Et puis maintenant, je pense qu'on était à la veille de la signature, il ne manquait qu'une signature. Tout était fait, je le rappelle. Oui. L'entreprise avait été choisie et désignée. Bon, au dernier moment, on nous dit on ne signe plus. Pour moi... Là, on parle de l'État. Bah oui, on parle de l'État. Les collectivités, elles avaient dit chiche quand on leur avait dit il faut financer, que ce soit la région, Saint-Étienne Métropole et le département, c'était d'accord. Et c'était lourd financièrement pour nous, même si c'était compatible avec l'état de nos finances. Très bien, écoutez, on va suivre tous ces dossiers. On vous remercie beaucoup, Georges Ziegler, d'être venu au micro de Loire FM. Et j'en profite pour vous dire de revenir très bientôt, car je crois qu'au mois de mai, il y aura l'inauguration de ces tout nouveaux locaux. Vous êtes, je crois, là pour... Je pense que vous allez même peut-être faire un petit discours. Oui, tout à fait. On va peut-être pas le dire à l'antenne, parce que sinon, on va avoir tout Saint-Étienne. Non, mais t'as pas donné la date, donc il n'y a aucun souci. J'ai pas donné la date, c'est juste en mai. Et puis de toute façon, c'est pas la date encore, alors. Si, depuis on hier. On sait la date, j'ai d'accord. même pas le temps de t'avertir encore. Donc rétention d'informations. Voilà, absolument. Merci en tout cas. Vous faites le dernier kilomètre du contre-la-montre ? Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Avec Roland Romeillet. Avec Roland Romeillet. Et Gaël Perdriau. Bien sûr. Eh bien, si j'en profite pour faire une dernière phrase, si vous voyez Roland Romeillet, vous lui dites de venir nous voir, parce qu'on n'arrive pas à le faire venir. On a le blocage du service communication de la SS. Merci. Georges Ziegler, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, sur Loire FM la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec la politique. Je crois qu'on aura le maire du Chambon-Feugerolles.